Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur les rayonnements. Dans cette vidéo, on va voir le chapitre des rayons X. Alors, on donne d'abord la définition des rayons X. Alors, les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques, ça veut dire des photons. Alors, c'est comme les ondes radio, comme la lumière visible ou bien les infrarouges. Seulement, leurs longueurs d'onde sont comprises approximativement entre 0,001 nanomètre et 10 nanomètres, ou bien entre 0,01 angstrom et 100 angstrom. Alors, ceci correspond à des fréquences de 3 fois 10 puissance 16 Hz jusqu'à 3 fois 10 puissance 20 Hz. Et leur énergie varie d'environ une centaine d'électronvolts jusqu'à environ 1 méga électronvolt. Alors, ce sont des rayonnements ionisants et ils ont plusieurs applications, que ce soit en médecine, comme en imagerie médicale ou bien en radiothérapie, et aussi dans l'industrie, par exemple en cristallographie, etc. Alors, les rayons X ont été découverts en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen, qui leur donna le nom de l'inconnu en mathématiques X. Alors, comme tous les rayonnements, les rayons X peuvent être absorbés par la matière qu'ils traversent. Donc, on dit qu'ils sont atténués. On a vu l'atténuation dans le chapitre précédent. Alors, cette propriété est très importante car elle est à la base de l'imagerie médicale utilisant les rayons X. Donc, lorsqu'un faisceau de rayons X va traverser un certain milieu, son intensité va diminuer selon la nature du milieu et selon l'épaisseur de ce milieu. Donc, plus l'épaisseur est grande, plus la diminution d'intensité sera importante. La même chose, plus le milieu est dense, ça veut dire que son coefficient d'atténuation mu, plus il est important, plus son intensité aussi va diminuer. Alors, la diminution, elle se fait selon la loi qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent. Alors, les applications des rayons X en médecine. Alors, la première application, c'est la radiographie. Alors, la radiographie, c'est une technique d'imagerie qui utilise les rayons X pour visualiser ou bien pour former une image d'un organe ou bien d'une partie du corps sur une pellicule photosensible. Photosensible, ça veut dire que cette pellicule est sensible aux photons. Alors, par extension et avec l'usage, le terme radiographie désigne également le cliché radiographique. Alors, au début, radiographie, c'était la technique ou bien le processus d'imagerie. Maintenant, radiographie désigne aussi le cliché radiographique. Donc, si on a un malade, par exemple, et qu'on veut lui faire une radiographie, par exemple sur le thorax, on va mettre la source des rayons X ici. Elle va envoyer les rayons X qui vont traverser la zone dont on veut avoir une image. Et une partie des rayons X sera absorbée par les organes traversés. Et l'autre partie, la partie qui n'a pas été atténuée, va être reçue sur un film radiographique ou bien une pellicule photosensible et vont former l'image. Alors, par exemple, ici, nous avons une coupe du thorax d'une personne. Alors, ici, c'est la source des rayons X qui va émettre les rayons X. Ces rayons-là vont traverser le thorax de cette personne. Alors, comme on l'a déjà dit, selon l'épaisseur et aussi surtout selon la densité de l'organe, il y aura plus d'absorption. Moins il y a de densité, moins il y aura d'absorption. Alors, par exemple, ici, c'est une vertèbre. Alors, une vertèbre, c'est de l'os.
L'os, c'est pratiquement le tissu le plus dense du corps humain. Et donc, vous voyez qu'il arrête pratiquement tous les rayons X qu'il reçoit. Par contre, les poumons qui sont majoritairement constitués d'air ou bien de tissus mou, ça veut dire dont la densité est très très faible, ils vont laisser pratiquement passer tous les rayons X qui vont les traverser. Ici, nous avons le cœur. Le cœur a une densité moyenne. Et donc, il va absorber une partie et laisser passer une autre partie. Alors, les rayons qui ne sont pas atténués vont tomber sur le film radiographique ici. Alors, ce film radiographique, à l'origine, il est blanc. Et plus il reçoit de rayons X, plus il devient noir. Donc, par exemple, ici, les rayons X qui ont traversé les poumons et qui n'ont pas été atténués par le poumon, leur nombre est très grand. Donc, la partie où ils tombent sur le film radiographique devient noir ou bien gris foncé. Par contre, la partie où tous les rayons X ont été atténués ou bien absorbés par l'os de la vertèbre, là, cette partie-là, elle reste blanche puisqu'elle ne reçoit aucun rayon X. Et la zone qui correspond, bien qui est la projection du cœur, elle reçoit une quantité moyenne de rayons X, donc elle devient grise. Donc, plus le film reçoit de rayons X, plus il devient noir. Alors ici, vous voyez qu'on avait dit que lorsque les rayons traversent les milieux, ils peuvent subir plusieurs phénomènes. Ils peuvent être absorbés par effet photoélectrique, ou bien ils peuvent être diffusés par effet Compton, ou bien production de paires. Alors ici, pour les rayons X, leur énergie ne permet pas la production de paires, car elle est plus faible. Et en radiographie, on utilise des rayons X d'intensité entre 200 entre 60 kV jusqu'à environ 140 kV. Donc, leur énergie ne leur permet pas de provoquer des productions de paires. Donc, les deux effets possibles sont l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Donc, ces rayons-là, par exemple, ont été totalement absorbés. Donc, ils ont été absorbés par effet photoélectrique. Par contre, vous voyez ici les rayons qui ont changé de direction. Ces rayons-là ont été diffusés par effet Compton. Alors, l'effet Compton n'est pas bon pour la radiographie. Puisque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre l'image floue. Donc, supposons que ces rayons-là, normalement, ces rayons-là devaient ou bien être totalement absorbés, ou bien ils devaient tomber ici, dans ce point-là. Mais lui, il a été dévié, ou bien diffusé par effet Compton, et normalement, il devait tomber ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'effet Compton? Il rend l'image floue. Alors, pour remédier à cela, on utilise une grille antidiffusante. Donc, cette grille-là ne va laisser passer que les rayons parallèles aux lames de la grille. Et donc, elle va éliminer les rayons diffusés par effet Compton, ce qui va améliorer la qualité de l'image. Parce que si on laisse tous les rayons diffusés par effet Compton, on aura une image floue. Alors ici, vous avez un exemple de radiographie du thorax. Donc, vous voyez que la colonne vertébrale, ici au milieu, qui est constituée d'os, elle est pratiquement blanche parce qu'elle n'a pas reçu de rayons X. Par contre, la zone correspondant au poumon, elle est noire ou bien gris foncé.
La zone du cœur, elle est grise, car le cœur atténue moyennement les rayons X. Ici, les rayons X sont les zones là en noir ou bien en gris foncé. Les rayons X qui ont traversé le poumon n'ont pas été atténués. Ici, vous voyez les côtes. Alors, les côtes, c'est de l'os, mais son épaisseur, elle est très faible. C'est pourquoi il laisse passer une grande quantité d'énergie, contrairement à la colonne vertébrale, où l'os a une épaisseur très importante. Donc, on avait dit que l'atténuation dépend de la densité du milieu et de son épaisseur. Donc, si on a deux milieux de même nature, deux os, mais des épaisseurs différentes, ils vont laisser passer les rayons X de manière différente. Donc ici, on a le matériel. Ici, on a une image du matériel utilisé pour la radiographie. Ici, c'est la source des rayons X. Elle va envoyer les rayons X sur le pied du patient. Et en dessous, on récoltera ou bien on va recevoir les rayons X transmis. Et l'appareil va former l'image. Donc ici, on a une radiographie du pied. Vous voyez le squelette, il est pratiquement blanc. Mais il y a des zones qui sont moins denses et qui apparaissent en gris. Ensuite, pour les muscles et la peau, elle est en gris. Donc, on a plusieurs nuances de gris. Alors, l'autre application des rayons X en médecine, c'est le scanner. Alors, d'abord, le mot scanner vient du verbe anglais to scan. Alors, to scan, en anglais, signifie en français scruter, ça veut dire balayer du regard, ou bien regarder avec attention. Alors, en médecine, il s'agit d'un appareil d'imagerie médicale qui repose sur le même principe que la radiographie. Donc, c'est le même principe. Seulement, le scanner va nous donner à la fin des images en 2 dimensions et aussi en 3 dimensions, si on le veut. Alors, le principe du scanner était connu depuis le début, depuis l'invention de la radiographie. Mais à cette époque-là, la technologie n'était pas avancée. Donc, on ne pouvait pas réaliser cet appareil-là qui nécessite une technologie très, très développée. Donc, ici, on voit un scanner. Alors, son principe, c'est quoi? Donc, comme on l'a dit, c'est le même principe que la radiographie X. Donc, on a une source de rayons X qui va émettre ces rayons. Ces rayons vont traverser, une partie va traverser le corps du patient et une autre sera reçue sur un détecteur ou bien un capteur. Seulement ici, la source va tourner autour du patient et le capteur va former plusieurs images. Pour chaque position de la source, le capteur va former une nouvelle image. En combinant ces images, le scanner, alors cette combinaison des images se fait par ordinateur. Parce que seul l'ordinateur peut faire des calculs, un très grand nombre de calculs. Donc, pour former cette image, on a besoin d'ordinateur. Et l'ordinateur, à la fin, va nous donner des images comme celle-là, par exemple. Ici, ce sont des coupes du crâne d'un patient. Et on peut combiner, ici on a les coupes du cerveau, on peut combiner toutes ces coupes-là pour former une image en 3 dimensions. Donc physiquement, le scanner, c'est le même principe que la radiographie X. Seulement, il nécessite un ordinateur et des composants électroniques pour former une image en 2 dimensions et en 3
dimension. Alors, la troisième technique dans laquelle on utilise les rayons X en médecine, c'est l'ostéodensitométrie. Alors, cette modalité d'imagerie médicale permet de mesurer la densité de l'os. Alors, pour les vieilles personnes, ou bien les personnes qui ont subi des fractures, le médecin a besoin de voir la densité de l'os dans une certaine zone. Alors, par exemple, il y a le col du fémur. Alors, pour les vieilles personnes, ou bien les personnes âgées, cette partie-là, avec l'âge, devient fragile, parce que sa densité diminue avec l'âge. Donc, le médecin peut demander au patient de faire une ostéodensitométrie pour voir la densité de l'os dans cette zone-là. Alors, son principe, c'est quoi? C'est comme la radiographie, toujours. On a des rayons X qui sont émis, qui vont traverser, par exemple, cette zone-là du squelette. Et à la fin, on aura une image qui va nous donner la densité de l'os en certains points. Enfin, la variation de la densité de l'os. L'image va nous donner les parties où la densité est élevée et les parties où la densité est faible. Alors, pour avoir cette image-là, on utilise la loi de l'atténuation des rayons électromagnétiques ou bien des rayons X, cette loi-là. Alors, en fonction, on connaît I0 qui est émise par la source de rayons X. Et en mesurant I et connaissant l'épaisseur de l'os, on peut trouver le coefficient d'atténuation. Alors, ce coefficient d'atténuation dépend de la densité de l'os. En trouvant le coefficient d'atténuation, on peut trouver la densité de l'os en chaque point de l'os. Et donc, on obtiendra à la fin une image qui va nous donner les différentes densités ou bien les différentes zones denses de l'os et on peut voir les zones fragiles et les zones solides. Alors, la quatrième utilisation des rayons X, c'est la radiothérapie, c'est-à-dire dans le traitement des tumeurs cancéreuses, par exemple. Alors, les rayons X, lorsqu'on bombarde des cellules ou bien de la tumeur avec des rayons X, ces rayons X vont modifier la composition de l'information génétique, ça veut dire l'ADN de ces cellules. Alors, cette modification va permettre de limiter, alors elle ne va pas détruire, les rayons X ne peuvent pas détruire les cellules, mais vont modifier leur ADN, ce qui va permettre de limiter la reproduction des cellules responsables de la tumeur. Alors maintenant, on va voir comment sont produits les rayons X. Alors, les rayons X sont, comme on l'a déjà dit, sont des rayonnements électromagnétiques. Alors, dans le premier chapitre, on avait parlé de l'origine des rayons électromagnétiques, en général. Pas uniquement des rayons X, mais en général. On avait dit que les rayons X, enfin, les rayons électromagnétiques, sont produits, par exemple, ou bien émis lors du mouvement non uniforme de particules chargées. Donc, si on prend, par exemple, un électron qui a une certaine vitesse, qui se déplace avec une certaine vitesse, si cet électron est freiné, lors de son freinage, il va émettre un ou plusieurs photons. L'énergie de ces photons est égale à l'énergie cinétique perdue par l'électron. Donc, la même chose pour produire des rayons X, on peut utiliser des particules chargées comme les électrons. En les freinant, l'électron va émettre des rayonnements électroniques et qui peuvent être des rayons X. Alors, l'autre origine des rayons électromagnétiques, ce sont les transitions électroniques entre les différents niveaux. Alors, ces transitions ne se font pas spontanément.
elles doivent être provoquées ou bien stimulées. Donc, alors à l'origine, tous les atomes sont stables, ça veut dire que les électrons occupent les niveaux d'énergie les plus bas. Alors, si avec un certain mécanisme, on peut faire passer un électron d'un niveau énergétique bas vers un niveau énergétique élevé. Alors, dans ce cas, l'atome devient instable. Et pour se stabiliser, l'électron va descendre vers un niveau énergétique plus bas en émettant un rayon électromagnétique qui peut être aussi un rayon X. Alors, la troisième source, c'est les transitions nucléaires. Donc, des fois, les noyaux qui sont instables émettent des rayons X ou bien aussi des fois des rayons gamma pour se stabiliser. Donc, on va voir tout cela en détail. Donc, comme on l'a dit, lorsqu'une particule chargée, alors dans le cas général, pour freiner une particule chargée, on la fait tomber sur un matériau ou bien on lui fait traverser un matériau. Donc, on a une particule chargée qui a une énergie cinétique initiale EC1. Alors, lorsque cette particule traverse un matériau constitué d'atomes, et les atomes qui sont constitués de noyaux, alors cette particule-là, lorsqu'elle passe par exemple au voisinage du noyau, le noyau va la freiner, et lorsqu'on dit freinage, ça veut dire perte d'énergie cinétique. Donc, cette particule va changer par exemple de trajectoire ou bien de direction et aussi va perdre de l'énergie cinétique sous forme d'un rayonnement de freinage. Alors, selon l'énergie de ce rayonnement émis, il peut être un rayonnement visible, il peut être un rayon X. Alors, l'autre mécanisme donc l'énergie du rayonnement, c'est l'énergie cinétique perdue par la particule chargée lors de son freinage. Alors, comme cette particule possède une énergie cinétique bien définie, qui est EC1, alors, si elle est freinée d'un seul coup, ça veut dire qu'elle va perdre toute son énergie cinétique d'un seul coup en émettant un seul rayon électromagnétique. L'énergie de ce rayon électromagnétique sera égale à EC1, puisque dans ce cas-là, EC2 sera égal à 0, puisque la particule maintenant a été freinée totalement, donc elle ne peut plus se déplacer. Et donc l'énergie maximale des rayons électromagnétiques émis lors du freinage est égale à EC1, ne peut pas dépasser EC1. Alors par exemple, si j'ai un électron avec une énergie cinétique de 100 électronvolts par exemple. Alors, cet électron-là peut perdre son énergie cinétique lors de plusieurs freinages. Donc, il va émettre des rayons de 1 électronvolt, 5 électronvolts, 60 électronvolts, etc. Et la somme des énergies de tous les photons émis sera égale à 100 électronvolts. Mais il peut être freiné d'un seul coup et perdre toute son énergie cinétique en une seule fois. Ça veut dire qu'il va émettre un seul photon dont l'énergie est égale à 100 électronvolts. Elle ne peut pas dépasser 100 électronvolts. Donc l'énergie maximale des rayons émis par les particules, qu'on va appeler E0, est égale à l'énergie cinétique de cette particule. Alors l'énergie maximale, ça correspond à une longueur d'onde minimale. Lambda 0, elle est égale à Hc sur E0. Donc c'est Hc sur EC. Alors si la particule
a été accéléré par une différence de potentiel U. Donc, EC est égal à EU. Donc, lambda 0, c'est HC sur EU. Et donc, on peut écrire aussi que lambda 0 en angstrom, c'est 12400 sur U. Et U doit être en volts. Donc, si on trace la courbe du spectre des rayonnements émis lors du freinage des particules, donc si on a un faisceau de particules avec une certaine énergie, qui ont tous la même énergie cinétique EC, alors ce faisceau-là va provoquer l'émission, lorsqu'il est freiné, va provoquer l'émission de rayons électromagnétiques dont le spectre est représenté par cette figure-là. Donc on voit que l'énergie maximale des rayons émis, c'est E0 qui est égal à EC. Donc les énergies des rayons émis varient de 0 jusqu'à E0, c'est-à-dire de 0 jusqu'à EC. Alors l'autre processus ou bien mécanisme d'émission des rayons X, c'est lors des transitions électroniques des excitations de l'atome. Donc on va voir ça en détail. Donc supposons qu'on a un atome stable comme ça. Ces niveaux énergétiques les plus bas sont entièrement occupés. Alors supposons qu'on a un électron. Par exemple, on prend un électron. Ça peut être une autre particule chargée. Un électron incident. Et supposons que cet électron incident, qui possède une certaine énergie cinétique, va entrer en collision avec un électron de la couche K, par exemple. Alors, si l'énergie cinétique de cet électron incident est suffisante, cet électron-là peut être libéré. Donc, il sera éjecté de l'atome. Entièrement éjecté de l'atome. Et il va laisser sa place vide, comme ça. Donc cet électron qui va laisser sa place vide, donc il va laisser sa place vide et l'atome devient instable. Et pour se stabiliser, les électrons des niveaux supérieurs doivent descendre pour occuper ce niveau inférieur. Alors, il se peut que l'énergie de l'électron incident ne soit pas suffisante pour libérer totalement l'électron de la couche K. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que l'énergie cinétique de cet électron incident a une certaine valeur de telle manière que l'électron puisse passer par exemple vers le niveau N. Comme ça. Ou bien vers le niveau M s'il y a des places vides. Ou bien vers le niveau L aussi s'il y a des places vides. Puisqu'on sait que les niveaux énergétiques ne peuvent contenir qu'un nombre déterminé d'électrons. Alors, si l'énergie cinétique de l'électron incident n'est pas suffisante, alors il ne va rien se passer. Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que cet électron-là peut, dont l'énergie est faible, lui, il peut entrer en collision avec
un électron de la couche M et le faire passer vers le niveau L1 par exemple. Ou bien le libérer. Donc on a plusieurs possibilités. L'essentiel c'est que lorsqu'un électron d'un niveau inférieur laisse sa place vide, les électrons des niveaux supérieurs vont descendre, après un temps très très faible, vont descendre. Et donc, pour occuper le niveau énergétique inférieur laissé vide. Alors, en descendant, cet électron-là, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu de l'énergie. Puisqu'il était dans un niveau supérieur, maintenant il est dans un niveau inférieur. Alors lorsqu'il descend, il perd de l'énergie. L'énergie perdue sera émise sous forme de rayons électromagnétiques. Et l'énergie de ce rayon électromagnétique, elle est égale à, par exemple, elle est égale à En moins EK. Alors, supposons que c'est un électron de la couche L qui est descendu. C'est cet électron-là qui est descendu. Alors, l'énergie du rayon électromagnétique émis sera égale à elle sera égale à EL moins EK. Donc, EL moins EK. Si on travaille avec les énergies des niveaux. Si on travaille avec les énergies de liaison, ça sera l'inverse. Ça sera WK moins WL. L'essentiel, c'est qu'à la fin, E, l'énergie du photon, doit être positive. Alors, cette transition-là des électrons du niveau L vers le niveau K, on l'appelle la transition K-alpha. Si on a un électron de la couche M qui descend vers la couche K, on va l'appeler K-bêta. Si c'est une transition de la couche N vers le niveau K, ça sera K-gamma. Et ainsi de suite. Donc, on va voir ça en détail. Donc, ici, on a la nomenclature des différentes transitions. Alors, de la couche L vers la couche K, c'est K alpha. De la couche M vers la couche K, c'est K bêta. De la couche N vers la couche K, c'est K gamma. Avec le même principe, de la couche M vers la couche L, ça sera L alpha. De la couche N vers la couche L, c'est L bêta. De la couche O, par exemple, vers la couche L, ça sera L gamma. Et aussi de la couche N vers la couche M, ça sera M alpha. On va voir un exemple ici. Par exemple, on nous donne les caractéristiques du tungstène. Ça veut dire ses niveaux d'énergie et ses énergies de liaison. Alors, on prend comme origine des énergies le niveau du vide. Ensuite, l'énergie du niveau K, c'est moins 69,5 kEV. Pour le niveau L, c'est moins 11,28 kEV. Pour le M, c'est moins 2,81 et ainsi de suite. Alors, on voit que les énergies des niveaux sont négatives. Par contre, les énergies de liaison, c'est les mêmes valeurs, mais elles sont positives. Pourquoi? Parce que pour faire passer, par exemple, un électron du niveau K vers le vide, il faut lui donner une énergie égale à plus 69,5. Donc, on a plus 69,5 moins 69,5, on aura 0.
Et donc, l'électron va passer du niveau K vers le niveau du vide. La même chose pour les autres niveaux. On a les mêmes valeurs, mais ici, c'est des valeurs positives. Par contre, ici, ce sont des valeurs négatives. Alors, si un électron effectue la transition K-bêta, alors K-bêta, c'est quoi? Comme on l'a déjà dit, c'est la transition du niveau M vers le niveau K. Donc, on aura un électron qui va descendre du niveau M vers le niveau K et va émettre un photon. Alors, l'énergie du photon émis, comme on l'a déjà dit, c'est l'énergie du niveau initial moins l'énergie du niveau final. Ou bien, c'est l'inverse pour les énergies de liaison. C'est l'énergie de liaison du niveau final moins l'énergie de liaison du niveau initial. Donc, en appliquant ça, donc on a dit du niveau M vers le niveau K. Donc, l'énergie du photon émis est égale à l'énergie du niveau M moins l'énergie du niveau K. Donc, on aura EM moins EK. Donc, c'est moins 2,81 moins 69,5. Et on aura 66,69 kV. Donc, le photon émis lors de la transition K-bêta possède une énergie égale à 66,69. Alors, on peut calculer cette énergie en utilisant les énergies de liaison. Ici, on fait l'inverse. On fait pas W1 moins WK, mais l'inverse. WK moins WM. Alors, WK, c'est 69,5 et WM, c'est 2,81. Donc, ça sera 69,5 moins 2,81 égale à 66,69 kV. Donc, c'est le même résultat. Et l'énergie des photons, elle est toujours positive. Alors, si vous faites un calcul et que vous trouvez une énergie négative, ça veut dire que vous avez fait une erreur. Alors, d'après le tableau ici, on voit que les niveaux d'énergie possèdent des énergies bien déterminées. Et donc, les différences entre les énergies de ces différents niveaux sont bien déterminées. Ça veut dire que, alors ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aura 10 transitions possibles entre les différents niveaux. Alors, ces 10 transitions vont se traduire par l'émission de 10 photons. Et ces photons-là auront des énergies bien déterminées. Donc, on aura 10 valeurs différentes pour les énergies des photons émis. Et donc, si on représente ça sur le spectre des photons émis lors de ces transitions, on aura des pics comme ça. Le spectre ici, c'est un spectre discontinu, ou bien c'est un spectre de Ray. Ce n'est pas un spectre continu, puisque les valeurs des énergies sont bien déterminées. Ce ne sont pas des valeurs continues, par exemple entre 0 et une certaine valeur. Non, on a des valeurs bien déterminées, donc notre spectre ce sera un spectre de Ray avec des valeurs bien déterminées. Alors ici, on va voir la formule de Rydberg et la loi de Moseley pour les énergies ou bien les longueurs d'onde des photons émis lors des différentes transitions. Alors Rydberg, il a fait des expériences sur l'hydrogène et il a mesuré les énergies des photons émis lors des différentes transitions. Il a trouvé que la longueur d'onde
des photons émis lors de ces transitions pouvait s'écrire sous cette forme-là. Donc 1 sur lambda. Donc si j'ai une transition entre un niveau n et un niveau n', donc l'électron va descendre du niveau n vers le niveau n'. Enfin le contraire, du niveau n' vers le niveau n. La longueur d'onde du photon émis sera donnée par cette relation. Ça sera RH fois 1 sur n carré moins 1 sur n' carré. Donc n', c'est le niveau d'origine et n, c'est le niveau de destination de l'électron qui a fait la transition. Alors RH ici est appelée la constante de Rydberg. Sa valeur est donnée. C'est 109 677 cm-1. Et je répète ici, N, c'est le niveau d'énergie finale, ça veut dire le niveau d'énergie de destination. Et N', c'est le niveau initial, ou bien le niveau d'origine de l'électron qui a fait la transition et qui a émis le photon. Alors cette formule-là est valable uniquement pour l'atome d'hydrogène. Alors cette relation a été généralisée plus tard, puisque ici l'atome d'hydrogène ne contient qu'un seul électron. Et les autres atomes possèdent plusieurs électrons. Donc cette formule-là, celle-là, a été généralisée aux atomes ayant plusieurs électrons. Et elle s'écrit maintenant comme ça. Donc ça, c'est la formule qui est plus générale, qu'on peut appliquer aux atomes possédant plusieurs électrons. Donc elle a la même forme, seulement on a ajouté ce terme-là. Z moins Z0 au carré. Alors Z, c'est le numéro atomique de l'atome. Et Z0, c'est une constante qui caractérise l'effet d'écran entre l'électron responsable de l'émission de l'array et le noyau. Parce que dans les atomes ayant plusieurs électrons, entre par exemple l'électron et le noyau, il y a d'autres électrons. Et ces électrons-là vont avoir un effet sur l'électron qui se trouve dans un niveau supérieur. Donc ceci est traduit par Z0. Donc pour prendre en compte cet effet écran entre l'électron et le noyau. Alors il y a eu Moseley, qui est un autre physicien. Alors lui, il a étudié les fréquences, pas les longueurs d'onde. Et il a trouvé que la fréquence des raies ou bien des photons émis lors des différentes transitions peut s'écrire sous cette forme. Donc racine de nu, racine de la fréquence du photon, est égale à une constante A fois Z moins Z0. Alors ici A, alors Z c'est le numéro atomique. A et Z0 sont des constantes qui dépendent de la transition observée. Alors pour la série de transitions K, Z0 est égal à 1. Donc pour les transitions K alpha, K bêta, K gamma, etc., on mettra Z0 est égal à 1. Et la constante A varie légèrement suivant la transition. Pour K alpha et K bêta, K gamma, on a différentes valeurs de 1. Donc si on représente racine de nu en fonction de Z, on aura cette courbe-là. Donc on a différentes courbes pour les différentes raies, puisque Z0 et A dépendent de l'array. Donc pour l'array K alpha, on aura cette courbe-là en fonction du Z pour racine de nu. Pour L alpha, on aura une autre courbe et pour M alpha, une autre courbe. Alors, merci pour votre attention. Donc on a parlé dans ce chapitre des applications des rayons X, leur définition, leurs applications et comment ils sont produits théoriquement. Dans le chapitre suivant, on va voir comment ils sont produits pratiquement. Merci encore pour votre attention.